Salut, c'est Zaba, et commençons par le numéro 10, la tombe de Cléopâtre. Les recherches de la tombe perdue de Cléopâtre durent depuis des décennies. Elle est considérée comme le saint graal des archéologues, notamment car nous savons qu'elle existe, mais personne n'a jamais pu la retrouver. En réalité, il existe 3 tombes principales qui n'ont jamais été retrouvées et que les experts tentent désespérément de localiser. La tombe de Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, la tombe d'Alexandre le Grand et la tombe de Gengis Khan de l'Empire mongol. Personne ne sait où elle se trouve, mais nous sommes peut-être sur le point de découvrir l'emplacement de la tombe de Cléopâtre. L'archéologue Caitlin Martinez de l'université de Santo Domingo, qui a fait de la recherche de la tombe de Cléopâtre la mission de sa vie, a récemment découvert un mystérieux tunnel en Égypte qui, selon elle, pourrait mener à la dernière demeure de la reine égyptienne la plus célèbre de l'histoire. Mais le tunnel en lui-même n'est pas vraiment facile à explorer. Il mesure environ 1280 mètres de long et se trouve à environ 13 mètres sous terre. Et les fouilles ont déjà révélé des pièces de monnaie datant de l'époque d'Alexandre le Grand, des pièces de monnaie portant le visage de la reine Cléopâtre et d'autres preuves d'un enterrement important. Toutes ces découvertes étonnantes ont été faites près du temple de Taposiris Magna, l'un des lieux de sépulture potentielle de Cléopâtre. Et ce grand temple était autrefois dédié à la déesse Isis, mais une grande partie de la zone a été dévorée par les vagues de la Méditerranée. Il y a de fortes chances que la tombe de Cléopâtre soit déjà submergée par l'océan à la suite d'un tremblement de terre. Cléopâtre, 7e du nom et souveraine de l'Égypte entre 51 et 30 avant Jésus-Christ, a peut-être été enterrée au bout d'un mystérieux tunnel caché sous Taposiris Magna. Les experts ne savent pas combien de tunnels il y a, ni où ils mènent. Et au bout de l'un d'entre eux, et même s'il est sous-marin, pourrait se trouver le sarcophage et les restes momifiés de Cléopâtre. Numéro 9, l'armée perdue des Perses. En 524 avant Jésus-Christ, 50 000 hommes ont disparu sans laisser de traces. Ces hommes faisaient partie de l'armée de Cambyse II, souverain de l'Empire achéménide entre 530 et 522 avant notre ère. Il était le fils du plus célèbre souverain, Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse. Et selon l'historien antique Hérodote, Cambyse a envoyé une armée dans l'oasis de Siwa, dans le désert occidental de l'Égypte. L'objectif de l'armée était de menacer l'oracle de pour qu'il coopère. D'ailleurs, ce serait ce même oracle qu'Alexandre le Grand aurait prétendument visité 200 années plus tard. Le même oracle qui a dit à Alexandre qu'il était le fils de Zeus et qu'il était destiné à régner sur le monde entier. Mais Cambyse II n'a pas vraiment eu la même chance qu'Alexandre le Grand. Avant que son armée n'atteigne l'oasis, ils ont disparu. La légende veut qu'ils aient été ensevelis par une tempête de sable et qu'aucun d'entre eux n'ait jamais été revu. D'ailleurs, le mystère est si grand que des gens ont dépensé des sommes colossales afin de retrouver les ossements de l'armée perdue perse. En septembre 1983, le journaliste américain Gary Chaffetz a mené une expédition financée par l'université de Harvard afin de tenter de retrouver l'armée perdue. Et bien que de nombreux égyptologues considèrent cette histoire comme apocryphe, des personnes ont cherché les restes des soldats pendant des années. Parmi eux, le tristement célèbre comte Laszlo Almasi, espion nazi, dont s'inspire le roman Le Patient anglais, ainsi que le géologue moderne Tom Brown, et en janvier 1933, hors de Wingate, a mené des recherches sans succès dans le désert occidental de l'Égypte, alors connu sous le nom de désert de Libye. Numéro 8, Utsuro-bune. Utsuro-bune, littéralement bateau vide en japonais, est le nom d'une embarcation décrite dans le récit historique le plus déroutant de l'histoire du Japon. En 1803, un pêcheur de la côte est du Japon a ramené sur le rivage un objet mystérieux et non identifié englouti dans l'eau. L'objet est décrit dans les textes anciens comme un navire creux d'environ 6 mètres de large fait de plaques de métal et de vitres. Ne comprenant pas à quoi ils avaient affaire, les chroniqueurs japonais qui ont décrit la découverte l'ont comparé à un brûleur d'encens géant. Et lorsque l'objet a été tiré sur le rivage, une trappe s'est ouverte et une jeune et belle femme en est sortie. La jeune femme semblait avoir 18 ans et tenait une petite boîte dans ses mains. Les pêcheurs qui s'étaient rassemblés pour admirer l'étrange découverte n'ont pas pu reconnaître la langue parlée par la femme.
Et elle portait des tissus que les villageois n'avaient jamais vus, et à l'intérieur du navire, il y avait tant de choses étranges que personne ne pouvait les décrire. Et les Japonais de l'époque n'avaient jamais vu une femme qui ressemblait à cela. Elle avait la peau pâle, les cheveux roux et était complètement étrangère. Les villageois étaient tellement effrayés qu'au lieu de s'emparer du navire ou d'interroger la femme, ils l'ont repoussée à l'intérieur de l'embarcation et l'ont ensuite rejetée à l'eau. Et nous n'avons aucune idée de ce qu'il est advenu de la femme, de son bateau ou de son identité. Certains historiens japonais suggèrent que la femme était européenne et serait arrivée au Japon après un long voyage à bord d'un navire très inhabituel. L'histoire de Utsuro Bune a été examinée scientifiquement pour la première fois en 1925 par l'ethnologue japonais Kunio Yanagita, puis une deuxième fois en 1962. Le professeur Kazuo Tanaka s'est également penché sur cette légende en 1997. Les deux scientifiques ont évalué ce récit comme partie intégrante du folklore local. Pour Kunio Yanagita, cette légende n'a pas de fondement réel, contrairement à l'avis de Kazuo Tanaka, pour qui la présence de la légende dans 11 documents, dans certains documents officiels, comme par exemple celui collecté par le clan Ban pour leur souverain. Le mystère reste donc complet. Numéro 7. La tombe perdue d'Achille. Pendant la légendaire guerre de Troie, le plus grand héros de tous, c'était le guerrier Achille. Les légendes racontent qu'Achille était invincible, un guerrier émérite qui ne pouvait être ni tué, ni même blessé. Son seul point faible était ses talons. Sa mère l'avait plongé dans les eaux immortelles en le tenant par les chevilles. Achille était donc invincible à l'exception de ses talents, et c'est bien sûr ce qui l'a mené à la mort à la fin de la grande guerre de Troie. Au IVe siècle avant notre ère, 800 ans après le véritable conflit qui inspirait les récits épiques de Troie et d'Achille, Alexandre le Grand s'y est rendu en pèlerinage. Il se serait rendu sur la tombe d'Achille pour rendre hommage au guerrier légendaire. La plupart des gens croyaient que les légendes étaient réelles et que toutes les histoires qu'ils avaient entendues sur la guerre de Troie étaient des faits historiques. Cependant, nous ne savons pas si Achille était une véritable personnalité. Nous savons qu'il y a eu un conflit dans la ville de Troie, mais il n'y a jamais eu de preuve de l'existence d'Achille, d'Ajax ou des autres héros décrits par Homère dans son Odyssée. Mais Alexandre le Grand n'est pas le seul à avoir visité le tombeau. L'empereur romain Julien a visité le tombeau au IVe siècle après Jésus-Christ, tout comme le sultan Mehmed II au XVe siècle. Pourtant, les archéologues n'ont jamais réussi à retrouver la tombe légendaire. Elle est perdue et les chercheurs ne savent même pas si elle a jamais existé. Pourtant, tous les récits historiques indiquent que cette tombe a bel et bien existé jusqu'à il y a au moins 500 ans. Et si cela s'avère vrai, cela pourrait indiquer l'une des trois choses. Soit Achille a vraiment existé, soit il a été inspiré par un personnage historique bien réel, ou bien une sépulture commémorative a été bâtie en l'honneur du personnage historique. Quoi qu'il en soit, le lieu légendaire n'a jamais été retrouvé. Numéro 6. La peste d'Athènes. En 430 avant notre ère, il ne faisait pas vraiment bon vivre à Athènes. Près d'un tiers de la population a été décimée par une épidémie que les scientifiques appellent aujourd'hui la peste d'Athènes. Cette épidémie a tué des dizaines de milliers de personnes et a presque détruit la ville antique. Les récits historiques prouvent que cela s'est produit, mais même avec les technologies modernes, les chercheurs sont toujours loin de comprendre ce qui a provoqué l'épidémie. L'année précédant la propagation de la maladie, Athènes et Sparte sont entrés en guerre. Les troupes spartiates ont envahi l'Attique, les Athéniens ont lancé des attaques navales, mais il n'y a pas eu de véritable vainqueur. Le seul vainqueur, et qui a d'ailleurs déterminé l'issue du conflit, s'est avéré être la peste qui s'est déclarée au cours de la deuxième année de la guerre et qui a tué tout le monde sans distinction. L'historien antique Thucydide a décrit les symptômes de la peste, notamment la fièvre, l'inflammation des yeux, une gorge et une langue ensanglantée, une haleine misérable, des écoulements de bile, une toux rauque et des spasmes violents. Ces symptômes étaient presque toujours suivis d'une mort subite. Selon lui, la plupart des personnes décédaient entre 7 et 9 jours après l'apparition de ces symptômes.
L'épidémie était d'ailleurs si grave, affaiblissant si efficacement Athènes et infectant les soldats spartiates que les deux cités-États conclurent une trêve en 421 avant notre ère. Et toutes ces années plus tard, nous n'avons toujours aucune idée de la cause de la maladie qui a mis fin à l'âge d'or d'Athènes. Numéro 5. Le bassin du miracle. Le bassin de Siloé est considéré comme l'un des sites les plus sacrés de la chrétienté. Et pourtant, ce site mystérieux n'a jamais été confirmé à 100%. Selon la Bible, c'est là que Jésus aurait guéri l'aveugle, comme l'explique l'évangile de Jean. Ce qui en fait le site où Jésus a accompli ce que beaucoup considèrent comme son miracle le plus impressionnant. D'un point de vue archéologique, le bassin de Siloé a été construit par l'impératrice byzantine Eudoxie vers 400 après Jésus-Christ, pour commémorer le miracle relaté dans le Nouveau Testament. Cependant, il est plus que probable que le site n'ait pas été construit à l'emplacement du bassin d'origine. La piscine qui existait à l'époque de Jésus n'a été retrouvée qu'en 2004. Les vestiges d'un ancien bassin ont été découverts près de la cité de David par des ouvriers qui y réparaient une conduite d'eau près du mont du Temple. Les chercheurs bibliques sont maintenant presque sûrs que le bassin nouvellement découvert est celui où Jésus a accompli son miracle. Les choses sont quelque peu confuses, mais l'impératrice byzantine a fait construire un bassin pour commémorer le miracle du Christ, et ce bassin est devenu un lieu important pour les chrétiens. Mais ce n'était pas le véritable bassin. Le bassin authentique semble se trouver à l'extrémité sud de la cité de David, quelques marches grossières menant à une mare datant de la période du Second Temple lorsque Jésus était vivant. Et pourtant, il n'y a aucun moyen de confirmer qu'il s'agit bel et bien du vrai bassin où le miracle s'est produit, même si ça reste le lieu qui correspond le mieux aux descriptions. Numéro 4. Le mystère des Sibériens. Des chercheurs étudiant l'ADN préhistorique ont identifié un groupe de chasseurs-cueilleurs primitifs vivant en Sibérie il y a 10 000 ans. Selon l'étude génétique, la mystérieuse population préhistorique a soudainement disparu sans laisser de traces. Ce groupe d'humains était jusqu'alors inconnu des scientifiques et a donc fait l'objet d'une grande attention. Mais l'étude a révélé quelque chose d'encore plus choquant. Les chercheurs ont examiné les restes génétiques de corps humains trouvés en Asie du Nord il y a 7500 ans. Ils ont non seulement découvert que l'ADN humain avait voyagé de l'Asie vers les Amériques en passant par le pan terrestre de Beringie, mais aussi qu'il avait voyagé en sens inverse. Le pan terrestre était si populaire que les gens se déplaçaient dans les deux sens comme des balles de ping-pong. Les scientifiques pensaient auparavant que les humains avaient migré dans une seule direction, de l'Asie à l'Amérique du Nord. Mais il semble que les gens se déplaçaient dans les deux sens comme une sorte d'autoroute préhistorique. Et puis, il y a la population inexplicable en Sibérie. Ce groupe mystérieux de personnes possédait des gènes uniques et vivait pendant la dernière période glaciaire. Leur disparition soudaine suggère qu'ils ont migré quelque part ou qu'ils ont été complètement anéantis dans des circonstances inconnues. Numéro 3. L'Octavius. La disparition de l'Octavius est l'un des plus grands mystères de ces 300 dernières années. Le navire aurait quitté Londres vers la fin de l'année 1761 à destination de l'Asie. Et selon les archives historiques, il est arrivé sain et sauf. Cette année-là, le temps était anormalement chaud et le capitaine a donc pensé que ce serait une bonne idée de braver le passage du Nord-Ouest. Voulant rentrer plus vite en Angleterre et espérant battre un nouveau record de vitesse. Et à l'époque, aucun navire n'avait jamais franchi cet itinéraire. Il s'agissait donc d'un très grand pari qui s'est avéré être un rêve désespéré hélas. L'Octavius est entré dans le passage à l'automne 1762 et n'a pas été revu pendant près de 13 ans. En octobre 1775, un baleinier aurait découvert l'Octavius flottant quelque part à l'ouest du Groenland. Et lorsque l'équipage du baleinier sont montés à bord de l'Octavius, ils auraient prétendument découvert les 28 membres d'équipage congelés comme s'ils étaient des blocs solides de glace. Le capitaine a été retrouvé dans ses quartiers, gelé, avec sa femme et son enfant blottis dans un coin. Tous les membres de l'équipage avaient été congelés depuis plus de 10 ans. C'était la chose la plus effrayante qu'ils aient jamais vue et ils auraient quitté les lieux aussi vite qu'ils le pouvaient, laissant l'Octavius à son sort.
C'était la dernière fois vraisemblablement que quelqu'un aurait vu l'Octavius et nous ne savons toujours pas ce qui lui est arrivé. Nous ne savons pas comment tout le monde a gelé si rapidement, bien que cela soit certainement lié à une chute soudaine et spectaculaire de la température. Et nous ne savons pas non plus où le navire a fini par échouer. Certains pensent qu'il flotte encore aujourd'hui dans les eaux glaciales de l'Arctique canadien. Numéro 2. Qu'est-il arrivé à la duchesse Anastasia? En 1918, le dernier tsar de Russie, Nicolas II, et toute sa famille ont été exécutés. Il avait été contraint d'abdiquer le trône en mars 1917 et Nicolas a été emmené avec sa femme Alexandra, leur fils Alexis et leurs 4 filles dans une maison située dans les montagnes de l'Oural. Ensuite, tout comme leur conseiller de confiance, le mystérieux Raspoutine, ils ont été conduits dans une cave et exécutés. Pourtant, selon les rapports historiques, les corps n'ont pas été découverts immédiatement. Des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles au moins l'une des filles s'est échappée suite à une tentative d'exécution ratée. La duchesse Anastasia aurait réussi à sortir de la cave et aurait disparu dans le vent pour ne plus jamais être revue. Dans les années 1990, les scientifiques sont parvenus, grâce à l'ADN, à identifier des corps retrouvés 20 ans plus tôt. L'ADN correspondait à celui de Nicolas II, de sa femme Alexandra et de 3 de leurs filles. Mais les corps de leur fils Alexis et de leur fille Anastasia n'ont jamais été retrouvés. Cela a d'ailleurs relancé la théorie selon laquelle Anastasia s'était échappée. Mais si c'est vrai, personne ne sait comment cela s'est passé. Et si Anastasia s'est véritablement échappée, il n'y a absolument aucune information sur ce que la fille du tsar a fait pendant le reste de sa vie. Numéro 1. Une affaire classée antique. Il y a 700 ans, un homme a été victime d'une violence impitoyable à l'époque médiévale. Les scientifiques l'ont qualifié d'affaire criminelle médiévale. Un jeune homme tué par de multiples coups d'épée. Les scientifiques ont examiné son crâne et ont découvert qu'il avait été frappé une fois à l'avant, puis qu'il avait tenté de se retourner et de s'enfuir avant d'être frappé 2 fois de plus par derrière. Un coup l'a atteint à l'oreille et à la nuque, il est tombé au sol et le dernier assaillant a battu son épée directement sur la tête de l'homme. Et ce dernier coup l'a immédiatement emporté. Mais qu'a fait ce pauvre homme pour recevoir un traitement aussi cruel? Des scientifiques de l'université d'Insubri, à Varese en Italie, tentent toujours de le découvrir. Ils tentent d'élucider un meurtre qui a eu lieu vers 1260, ce qui n'est pas chose aisée. Ils ont reconstitué la tête de l'homme, reproduit les coups et ont pu comprendre la configuration de son décès. Mais il a été beaucoup plus difficile de comprendre les motivations. Selon l'experte Chiara Tessi, quel que soit le motif, il devait être extrêmement important. L'agresseur ou les agresseurs ont fait preuve d'une violence extrême et d'une surenchère évidente. Ils voulaient absolument la mort de leur victime et devaient donc avoir une sorte de rancune à son égard. Après sa mort, il a été enterré dans l'église de San Biagio. Mais qui était-il et qu'a-t-il fait pour être assassiné de manière aussi brutale? Voilà des questions auxquelles nous n'aurons peut-être jamais de réponse. Et découvre les secrets déclassifiés les plus terrifiants tirés de documents gouvernementaux top secrets en cliquant sur cette vidéo.